Le 4 juillet 1917, le major général Pershing prononce sur la tombe du général Lafayette au cimetière du Picpus à Paris: Lafayette, nous voici. En référence à l'aide apportée par le général Lafayette lors de la guerre d'indépendance américaine, cette citation, bien que remise en cause dans les faits, est devenue un symbole en termes de l'amitié franco-américaine. Pourtant, peu après l'explosion du conflit mondial le 28 juillet 1914, le président Woodrow Wilson semble prôner une politique isolationniste basée sur la doctrine de Monroe. Il s'agit donc de comprendre aujourd'hui comment et pourquoi Woodrow Wilson et les États-Unis sont-ils passés du statut de spectateurs à celui d'acteurs de la Grande Guerre, mais aussi de quelle manière les États-Unis interviennent-ils dans le conflit et quelles solutions proposent-ils. La Première Guerre mondiale, qui éclate en 14, n'affecte pas au départ les États-Unis. Cette guerre est regardée comme de loin par ces derniers. A priori, les États-Unis ne privilégient aucun camp dans la guerre. Le 4 août 1914, Wilson rappelle la neutralité officielle des États-Unis. Cet appel à la neutralité montre la crainte de Wilson à voir l'unité de son pays menacée par les prises de position de différents groupes ethniques, notamment allemands, s'élevant à l'époque à plusieurs dizaines de millions d'émigrants et en faisant le premier groupe national. De plus, l'attitude anti-britannique des Irlandais, qui étaient nombreux aux États-Unis, obligeait à ne pas s'aligner sur la politique extérieure de l'Angleterre. Wilson avait bien compris que le plus important était d'abord de conserver la cohésion de son pays. Pourtant, la situation internationale va forcer le gouvernement à agir. Les Américains commercent avec les Britanniques, les navires américains sont donc sous la menace de la guerre sous-marine allemande. C'est le 7 mai 1915 que le paquebot, le Lusitania, est coulé par l'Allemagne, faisant alors 128 morts américains. Cet événement marque durablement l'esprit des Américains qui deviennent hostiles à l'Allemagne. Le débat vif sur le sujet de la neutralité après l'affaire du Lusitania aboutit à la démission de William Jennings Bryan en 1915. Ce dernier avait déconseillé aux banques américaines d'accorder des prêts aux États belligérants. Pourtant, le département d'État fit savoir que les crédits commerciaux pouvaient être accordés par les banques américaines le 31 mars 1915. La neutralité par Wilson se relève beaucoup plus compliquée qu'il n'y paraît. D'abord, le blocus maritime fait par la Grande-Bretagne va entraîner une bascule dans la neutralité des États-Unis. En effet, les Américains sont dans l'impossibilité de commercer avec l'Allemagne. La France, elle, avait sollicité un prêt à la banque Morgan. Ainsi, en avril 1917, 2,5 milliards sont prêtés à la France et à l'Angleterre, contre seulement 27 millions pour l'Allemagne. Cette aide financière est déterminante dans le conflit puisqu'elle permet à la France de continuer la guerre. Ce lent basculement de la neutralité vers les Alliés crée un clivage au sein de l'opinion publique aux États-Unis. Lors de sa campagne électorale de 1916, Wilson promettait de ne pas envoyer de troupes en Europe, car il conservait l'espoir d'une paix potentielle. Alors réélu, il demanda le 20 décembre 1916 le but de guerre des pays concernés par le conflit, afin d'aboutir à un accord, mais l'Allemagne rejeta la proposition. Le 22 janvier 1917, le président se rallia à la doctrine de la paix sans victoire. Pourtant, le Kaiser Guillaume II lui déclare le 1er février 1917 la guerre sous-marine à outrance. C'est dans ce contexte qu'en mars, suite à l'affaire du télégraphe Zimmermann proposant au Mexique de s'allier avec l'Allemagne pour reconquérir les territoires perdus en 1848, et le potentiel soutien de l'Allemagne en cas de conflit contre les USA, que Wilson, convaincu que la possibilité d'établir une paix durable ne peut passer que par l'intervention des États-Unis dans le conflit. Il demande alors au Congrès de déclarer la guerre à l'Allemagne le 2 avril 1917, ce qui est fait 4 jours plus tard, le 6 avril 1917. En 1917, les États-Unis ne semblent pas prêts pour une guerre qui a lieu de l'autre côté de l'océan Atlantique. L'armée ne compte que 200 000 hommes et le matériel de guerre est quasi inexistant. Pourtant, bien que symbolique au départ avec l'arrivée du général Pershing, une forte mobilisation à la fois économique et sociale du pays a lieu. L'effort du pays débute lorsque le Congrès accorde au président les pouvoirs de diriger les industries, de fixer les prix, ainsi que de maîtriser même le système de transport. En termes de chiffres, l'effort de guerre représente 36 milliards de dollars de la part des États-Unis, dont 10 milliards prêtés aux Alliés. Ils sont financés pour un tiers par l'impôt sur le revenu et le reste par des emprunts. Une propagande
avant des vedettes de cinéma telles que Chaplin ou Douglas Fairbanks qui incitent les Américains à prêter leur argent. Ce sont les prêts de la liberté et les prêts de la victoire. Wilson crée un bureau spécialisé pour gérer cette centralisation du pays qui a lieu. Parmi ces bureaux, on peut citer le Bureau des industries de guerre, le War Industries Board, avec à sa tête Bernard Baruch. Certaines usines sont fermées afin d'éviter des pénuries. Les chemins de fer, eux, restent privés pour limiter le trafic civil. L'État gère aussi la nourriture avec la Food Administration pour augmenter la production de viande et de céréales dont dépendent les Européens. En effet, à la fin de la guerre, les USA exportent 3 fois plus de produits alimentaires qu'avant 1914. Les Américains sont eux rationalisés avec la mise en place de journées sans tel ou tel produit, tels que le mardi sans steak ou le mercredi sans porc. Le gouvernement doit s'assurer le soutien de l'opinion, suite aux efforts demandés. Alors, le comité de l'information publique met en place une vraie propagande dirigée par George Quill. Des tracts, des brochures, des films vantent l'effort de guerre, le devoir américain, ou encore la barbarie allemande. Parmi ces affiches, certaines restent encore très célèbres. In US Army avec l'Oncle Sam, réalisé par James Montgomery Flagg qui par la suite a réalisé plus de 46 affiches de propagande. Cette affiche connaîtra un succès si important, plus de 5 millions d'exemplaires pendant la Première Guerre mondiale, qu'elle sera réutilisée pour la Deuxième. Concernant le front, ce n'est que vers la fin de 1917 que l'effort américain commence à se faire sentir. En effet, il a fallu du temps d'abord pour une armée assez nombreuse. Ainsi, le 18 mai 1917, le Selected Service Act est voté par le Congrès et permet de recenser tous les hommes entre 21 et 30 ans. Autour de 5 millions d'Américains sont alors recrutés. Sur ces 5 millions, 2 millions sont allés en France. Il a fallu aussi du temps pour entraîner des soldats qui n'avaient pour la plupart jamais connu le front. D'un point de vue matériel, les Américains dépendent largement des Alliés. On retrouve alors certains soldats avec des costumes anglais. Mais les Américains tenaient à garder l'autonomie du commandement de leur armée. Il y a aussi leurs hommes, concernant notamment la sexualité ou encore l'alcool, puisqu'elle était prohibée aux États-Unis. Les Sammies jouent un rôle décisif en 1918. Même si certains ne connaîtront jamais la guerre de tranchées, les pertes américaines s'élèvent à 116 500 hommes. Bien moins que la France, 1 385 300, ou l'Angleterre et ses 900 000. Mais la supériorité numérique apportée par l'armée américaine reste décisive dans l'issue du conflit. Le 11 novembre 1918, la Grande Guerre prend officiellement fin, mais le président Woodrow Wilson n'avait pas attendu la fin du conflit pour préparer la paix, puisque en septembre 1917, son conseiller politique, Edward House, avait obtenu d'une commission d'experts, la Peace Inquiry, un bureau qui servait à étudier les problèmes géopolitiques liés à la paix. En effet, Woodrow Wilson va s'imposer du monde comme l'homme de la paix. Il veut mettre en place un nouveau système où les États-Unis auront une place prépondérante dans le règlement des conflits, car selon ce dernier, ils ne sont pas aveuglés par des intérêts territoriaux. Il défend aussi le concept d'une opinion publique mondiale. La crainte de la der est présente. C'est pour cela qu'il convient d'établir une paix durable sur de nouvelles bases. Ce nouveau système, il l'exprime lors d'un discours devant le Congrès le 8 janvier 1918. Ce sont les fameux 14 points de Wilson. Parmi ces 14 points, on peut en retenir quelques-uns, tels que la fin de la diplomatie secrète, la liberté de navigation sur les mers en temps de paix ou de guerre, la réduction des armements, la suppression des obstacles au libre-échange international, une Pologne indépendante avec le libre accès à la mer, ou encore l'Association générale des nations. Ce programme n'est pas du mieux accueilli en Europe. Les Allemands le refusent au départ. Les Français et les Anglais, eux, ne trouvent pas les sanctions envers l'Allemagne assez sévères. Mais l'Allemagne va très vite se tourner en faveur de ces 14 points à la fin de l'année 1918, et ils serviront de base à la paix de 1919. Wilson s'investit énormément sur le projet de la SDN, Société des Nations, qui représente le départ d'une opinion publique mondiale. À la conférence de la paix à Paris en 1919, 27 pays sont réunis. On peut citer le célèbre Conseil des Quatre, ou le Big Four, rassemblant Woodrow Wilson, David Lloyd George pour l'Angleterre, Vittorio Orlando pour l'Italie et Georges Clemenceau pour la France. Cette conférence est à l'origine de nombreux traités, notamment le célèbre traité de Versailles signé le 18 juin 1919,
qui annonce la création de la SDN et les sanctions prises contre l'Allemagne, ou encore le traité de Saint-Germain-en-Laye, signé le 10 septembre 1919 avec le célèbre droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, issu des 14 points de Wilson. Finalement, l'idéalisme wilsonien est mis en échec. Les vaincus sont convaincus des idées de Wilson. Concernant la SDN, elle vaut un prix Nobel de la paix à Wilson en 1919, mais le Sénat des États-Unis refuse de ratifier le traité de Versailles. Ainsi, le 10 janvier 1901, la SDN entre en application sans l'un de ses membres fondateurs, les États-Unis. L'égoïsme des gouvernements un traité de Versailles qui sanctionne l'Allemagne plus qu'elle n'établit de nouvelles relations internationales comme le désirait Wilson. Pourtant, c'est à partir de ce président que les États-Unis vont s'imposer comme les gendarmes du monde. Dès 1914, les efforts de Wilson pour aboutir à la paix se soldent par des échecs. Il n'a eu d'autre choix que d'intervenir suite à la guerre sous-marine allemande. Les États-Unis, qui n'étaient pas prêts à une guerre, ont fait un effort énorme, qui est passé par une centralisation de l'État. La propagande, elle, au service de l'armée et de l'État, a permis d'augmenter les effectifs. C'est grâce à la supériorité numérique qu'ont apporté les Américains que le conflit aboutit. En effet, à la fin du conflit, le général Pershing disposait de 1 200 000 hommes. Parmi ces hommes, beaucoup de Noirs qui se sont émancipés en constatant que le racisme était beaucoup moins présent en France qu'aux États-Unis. Les idées prônées par Wilson ne sont pas celles de la France et de l'Angleterre à la fin du conflit. Et finalement, les 14 points exprimés par Wilson en janvier 1918 ne sont qu'en demi-teinte, dans des traités revanchards, à l'image du traité de Versailles, qui demandait aux Allemands, en guise de réparation, plus de 132 milliards de marks d'or. Et c'est sans doute l'une des raisons qui aboutit à la guerre de 1939. Le 4 juillet 1917, le major général Pershing prononce sur la tombe du